Mercredi le 7 août, bienvenue en prenant votre café. Mercredi. C'est bien le mercredi. Je vais m'assurer de ne pas me tromper. Des dépenses au port de Montréal, on va parler de ça. Google qui est un monopole, tiens-toi. Trudeau, le fils de Fidel. Ça me fait rire. Sincèrement, il va falloir se poser des questions sur la compétence de Kamala Harris parce que ça sort à tous les jours et elle fait exprès. Ben, elle s'en rend pas compte. Hein? Parler de ça, il y a une bombe qui a éclaté en 1945. Je pense que vous le savez où, sinon je vais vous le rappeler. La débandade totale sur les marchés boursiers. Est-ce que c'est terminé? Non, ça n'est pas terminé. Malheureusement, on va parler de ça. Il y a une microbrasserie qui ferme, c'est la faute aux autres. Il y a un baril pétrolier en route vers un pays qui est le premier à transporter du pétrole du pipeline, l'oléoduc Trans Mountain. Et finalement, il y a une nageuse qui dérange, qui s'est fait sortir du village olympique. On va parler de tout ça. Il y a eu une alerte Amber dans la nuit l'autre jour. Et je suis dans le fond des bois. Je suis en campagne. L'alerte Amber dit une femme marchant. Bon, finalement, elle a été retrouvée aux États-Unis. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir revoir le principe des alertes Amber parce qu'on n'y croit plus. Hein? Est-ce que vous y croyez? Je suis dans le fond des bois en ce moment. Vraiment perdu dans le bois, là. Je suis dans mon chalet. Je suis loin. OK? Et est-ce que le risque que je regarde par la fenêtre puis une madame qui marche dehors, je sais que c'est très précis, mais à un moment donné, si on veut y croire puis qu'on veut se mettre à la recherche, le but d'une alerte Amber, c'est bien entendu qu'on ouvre les yeux, qu'on regarde ce qui se passe pour dire « Hey, on va retrouver ». Le problème, c'est que là, on en voit tout le temps qui sont pas dans notre région. Vous vous souvenez, à un moment donné, il y en avait une en Gaspésie. Puis on avait été averti à Montréal. À un moment donné, c'est parce que ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens. Les chances, là, qu'elle soit dans mon coin à minuit le soir, là, que je puisse ouvrir la fenêtre et regarder, sont totalement nulles. Puis probablement dans votre coin aussi. Donc, avec la localisation des tours, tu sais, la première étape, là, c'est de dire, regarde, on va viser là pour que les gens portent attention. Je sais pas vous autres, mais moi, je porte plus attention à aucune alerte Amber parce qu'à chaque fois, c'était pas dans mon coin. Donc, je suis pas contre les alertes Amber. Mais, tu sais, puis l'alerte Amber dit qu'elle marchait. Finalement, elle a été vue dans l'État de New York. Tu sais, à un moment donné, avant d'envoyer un message qui est faux et qui va déranger tout le monde, il reste qu'envoyer quelque chose à minuit le soir, on dort. Hein? C'est des chances qu'on dorme sont très, très élevées. Puis je comprends, là. Je comprends. Mais on finit par plus y croire, tout simplement. Donc, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils pouvaient l'enlever et le recevoir comme un message texte. Je vais regarder comment je peux faire moi aussi parce que, malheureusement, je suis pas tellement utile. Puis mon sommeil qui est très court, surtout en ce moment, il est précieux pour le moment. Donc, j'ai besoin des quelques heures de sommeil qui me restent pour les dormir. Donc, je suis pas contre, mais il faut être logique à un moment donné. En parlant de logique, il y a un juge qui a décidé que Google était finalement un monopole. Pourquoi? Parce que lorsque tu achètes un iPhone et tu t'en vas dans Safari, chercher quelque chose, première étape, hein, c'est l'engin de recherche qui est Google, qui font des ententes avec Apple, qui font des ententes avec Samsung, qui font des ententes avec les avions pour leur propre téléphone, bien entendu. Hein. Donc, ils font une entente avec eux autres mêmes. Et un juge déclare, à cause de ça, que c'est une situation monopolistique. L'affaire, c'est que si on veut détruire les monopoles, dans quel droit? Moi, j'ai pas de problème encore, mais c'est une entreprise qui est partie de rien à un moment donné, Google, qui a étendu, qui nous améliore la vie avec tous ces outils. Et si on n'utilise pas d'autres, parce qu'ils ne sont pas là, Apple est une entreprise privée qui font un deal avec
quelqu'un qui est prêt à payer pour être un engin de recherche. Maintenant, si on dit que c'est un monopole puis il faut le défaire, est-ce que ça peut être 2 poids, 2 mesures? Est-ce que les gouvernements ont le droit de créer un monopole dans ce moment-là si on veut détruire les entreprises qui se sont créées un monopole? Soyons logiques. On ne peut pas vouloir démanteler un monopole parce qu'il est privé puis permettre un monopole parce qu'il appartient au gouvernement. Ça ne peut pas être 2 poids, 2 mesures dans notre société, tout simplement. Hein? Mais on va voir comment ils vont se séparer. C'est sûr que Google s'en va en cours d'appel par rapport à ça, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ce que ça affecte le stock en ce moment, chaque petit toussement ou touchement au nez, comme je fais régulièrement, affecte le marché boursier. Donc, c'est une petite crise, une grosse crise qu'on vit en ce moment. On va en reparler tantôt. Hein? Est-ce que Trudeau serait le fils de Fidel Castro? Hein? Le père était très ami avec Fidel Castro, l'ancien dictateur cubain. Et Margaret aussi. Et il y a une photo qui circule depuis 1976, mais sauf que Justin a 5 ans. Et qui a relayé encore cette information-là? L'espèce de, de fou à Trump, qui a dit, ben, Trudeau, il est devenu tellement de gauche que finalement, c'est le fils de Fidel Castro. C'est une théorie du complot, c'est pas vrai, là. C'est vrai qu'il ressemble un peu, mais il ressemble beaucoup à son père aussi. Donc, c'est drôle que, quand même, hein, un ancien président des États-Unis embarque dans ces foleries-là. J'ai vu une photo aussi de Trump. On n'a pas le droit de toucher à certains rois ou princes. Hein. Et Louis Garneau, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait comme une accolade à la reine Élisabeth quand elle était venue ici. Puis ça avait créé comme « tu ne touches pas à la reine ». Ben, c'est la même chose avec le prince de l'Arabie Saoudite. Tu ne peux pas y toucher. Et Trump, en passant à côté de lui, m'a donné pof, pof, 2 petites tapes sur l'épaule. Ça, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire, ces affaires-là, parce que c'est tellement protocolaire que, à un moment donné, c'est des êtres humains, donc on a le droit d'y toucher aussi. Là. Ça me fait pas mal rire, mais d'être le fils de Fidel Castro puis d'aller dire ça, c'est quand même spécial. Madame et monsieur, parce qu'il parle tout le temps comme ça, Trudeau. Hein. Kamala Harris, vous m'envoyez plusieurs choses de elle qui se ressemblent beaucoup. Hein, on pourrait l'appeler Valérie Harris, tellement. Et il y a quelqu'un qui est dans une entrevue. Et il y a quelqu'un qui demande, ben, est-ce qu'il faut être woke? Et sincèrement, là, vous savez, je niaise souvent avec une phrase qui dit, Monsieur Lambert, est-ce que vous aimez les hommes? Ben oui, j'aime les hommes. Pourquoi? Ben, parce que mes fils sont des hommes. J'aime mes fils. Donc, j'aime les hommes. Mais imaginez-vous, hein, ça, c'est des phrases creuses de personnes, de gens qui n'ont rien à dire, hein, fait qu'ils envoient des affaires niaiseuses, comme je viens de dire. Ben, Valérie Harris, il demande, est-ce qu'il faut être woke? Elle dit, ben oui, il faut être woke, parce que être woke, c'est être woke, et c'est important d'être woke. Elle a répondu vraiment, vraiment, vraiment ça. Et vous savez que, encore Trump, qui dit que finalement Harris est devenue noire, hein? Dernièrement, parce qu'avant elle était indienne, là elle est devenue noire, et pour montrer qu'elle est noire, elle a appelé les caméras, et elle a acheté 3 vinyles de chansons, de chanteurs noirs, pour montrer qu'elle était noire, qu'elle aimait la musique noire. Hey, c'est du vide dans ta tabarnouche. Hein? Ça, là, ça va être peut-être la future présidente des États-Unis. Et là, les gens commencent à parler depuis que Biden a accepté de se tasser. Pourquoi? On se demandait, ben, pourquoi les démocrates ne demandaient pas à Biden de se pousser, de se tasser? Tout simplement parce que les gens parlent, c'est qu'ils ne voient aucune compétence en Harris, tout simplement. Donc, c'était mieux de garder un vieux qui est vieux, hein, et que d'avoir une incompétente comme elle. Donc, est-ce qu'elle va rentrer? Elle a le vent dans les voiles, puis je m'en fous un peu qu'elle rentre. C'est les Américains qui n'auront pas appris que nous autres, ça fait 7 ans qu'on se fait avoir avec Valérie Plante. Donc, même plus que ça, peut-être, je sais pas. Donc, avec une incompétente, puis ils vont voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous affecter au point de vue mondial? Ben, c'est bien évidemment, hein, on le voit avec la bourse. Dès que la bourse américaine tousse, sauf que là, c'est la bourse japonaise qui commence à tousser. Donc, on va parler de ça.
Pas de suite. Vous garde en haleine. En haleine. Les journalistes servent à quelque chose lorsqu'ils font un travail journalistique. Hein? Et le Journal de Montréal est particulièrement pas pire pour fouiller les factures, hein, puis voir comment ils dépensent. Mais le port de Montréal, il y avait le DG que j'en ai parlé l'autre jour, qui dépensait. On a le comité consultatif que Valérie Plante ne consulte pas, qui dépense sans compter, hein, avec Dominique Olivier puis l'autre Grenier. Là, le port de Montréal, les vice-présidents, tout le monde, ça va dans des restaurants à Dubaï, des factures de 377 $, des grosses affaires. On est habitué, c'est une entreprise qui n'est pas privée, hein, c'est une entreprise gouvernementale. Donc, on roule encore comme dans les années 50, malgré tous les scandales qu'on a vus, malgré tous les avertissements. Ces gens-là se permettent encore, avec l'argent du public, un train de vie princier en pensant que c'était pas pour sortir. Tu sais, sincèrement, ça, c'est ce qu'on demande à des journalistes de faire un travail journalistique comme ça. Donc, c'est sûr que c'est du grattage. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête l'abus. Maintenant, il va falloir voir, OK, là, c'est beau, on fouille des factures, mais imaginez-vous comment c'est géré si on ne fait pas attention avec un restaurant, le nombre d'employés que trop, bien, ça serait la prochaine étape, mais ça, on rêve en couleur, là. Hein? On rêve en couleur. Vous voyez que beaucoup de mouvements, hein, la rentrée de radio se passe en ce moment à certains endroits. D'ailleurs, je vais être collaborateur au 107.7 Estrie. Je pense que c'est à partir de cette semaine. Ils vont sûrement m'appeler aujourd'hui pour que je donne les sujets de ma chronique de jeudi. Ou c'est la semaine prochaine. C'est quelque temps qui se passe. Là. Je pense que c'est cette semaine. Radio X, Robbie Moreau, avec qui je faisais, a perdu sa job, donc on ne m'a pas rappelé. Mais on voit qu'il y a beaucoup de mouvements dans la réseau de Montréal. Hein. Vous avez vu 98.5, bien entendu, Paul Arcand prend sa retraite, Patrick Lagacé s'en va là, Philippe Quentin prend l'après-midi, Pierre-Yves McSween devait être là, il n'est plus là. Mais tu sais, il y a des mouvements normaux. Et surtout, hein, ils essayent de faire de l'argent. La radio n'est plus ce qu'elle était depuis la pandémie et depuis que les revenus ont baissé beaucoup. Donc, la radio de Montréal a perdu 25% de ses revenus publicitaires. C'est sûr que tu peux pas aller chercher des gros noms partout. Hein? Donc, il était obligé de couper les coins ronds à un moment donné pour réussir à faire une radio qui a de l'allure. Hein? C'est sûr, si tu perds 25%, donc, ils sont obligés de rationaliser, puis ça s'en ira pas en s'améliorant. Je fais pas de la pub à la radio, moi. C'est pas juste la pandémie, hein. On s'est rendu compte que la pub à la radio, ben, ça donne rien. Comme la pub à TV. Ce qu'on veut, c'est un retour. Est-ce que quelqu'un a vu ma pub, a cliqué dessus? Et ça, à la radio, quand je vais faire des entrevues à la radio, je vois bien qu'il y a un pic, hein. Mais est-ce que ça se transforme en pub, en vente? Pas pour tout le monde, pas pour les entreprises comme moi, en tout cas. Hein? Je le mets ici là, pour parler de Summer McIntosh. Hein? J'ai des enfants, j'ai 2 garçons, et je pense aux parents de Summer McIntosh qui revient des Jeux avec 4 médailles d'or, avec une découverte d'une sensation, il y a une légende qui vient d'être créée. Est-ce qu'elle va être encore là dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans? On ne le sait pas, elle a seulement 17 ans. Mais comment tu gères ça comme parent, d'avoir une légende? Hein? À plus petite échelle, mon frère, qui était un très bon coureur, à 17 ans, il avait gagné les Jeux panaméricains juniors. C'est quand même énorme en Jamaïque. C'était lui le meilleur coureur des 10 000 mètres dans le monde. Mais ça n'avait pas l'ampleur des Olympiques. Là. Il était une petite vedette dans le milieu de la course. Une grande vedette dans le milieu de la course. Une petite vedette, une grande vedette dans la région. Une petite vedette au Québec. Mais ça n'a rien à voir avec Summer McIntosh. Ça doit être toute une pression et une fierté aussi. Hein, de voir un peu comme Léon Marchand aussi. Donc, les parents de ces gens-là, comment ils gèrent ça? Je ne le sais pas, mais quand même, c'est fantastique. Et c'est ça que les Jeux olympiques nous permettent de découvrir. Cette année, sincèrement, puis les prochains Jeux olympiques, là, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils trouvent quelque chose pour cacher le paquet des gars. Hein? C'est bien trop évident. Les sauts qu'ils mettent, le paquet qui se promène à gauche et à droite, ça me dérange au plus haut point. Sincèrement, cachez-les, les boys. Là, c'est gênant de voir ça. Là. C'est gênant. Vous avez vu le gars au saut à la perche, là.
Ben, les coureurs aussi, là, ça saute de partout. Là. On a-tu vraiment besoin de voir ça? Hein? On a-tu vraiment besoin, comme dirait Pierre-Yves McSween, mais là, hein? Ah, il y a un journaliste, les journalistes, des fois, je viens dire, quand ils font un travail journalistique, parfait, vous faites bien ça, puis vous êtes bon. Mais où est-ce que vous êtes mauvais, les journalistes? C'est d'analyser une situation financière. Et la plupart sont extrêmement mauvais. Il y a un journaliste qui dit, regardez les profits de Meta, hein, de Facebook. Il dit, ils se sont servis des journaux pour les bannir. Et après ça, ben, les mondes sont accros à Facebook et maintenant, ils font des profits immenses. Bon, le blocage des nouvelles, c'est juste au Canada. Donc, les revenus publicitaires de Facebook au Canada, c'est petit dans l'engrenage total de la patente. Donc, ça n'a aucun impact. Et mettons-nous dans la peau de Facebook. Pourquoi qu'ils ont bloqué les journaux? Parce qu'il fallait qu'ils donnent une redevance. Hein? Regardez Google ce qu'il fait. Hein? Faut qu'il redonne une redevance sur les services numériques. Il nous refile. Facebook va faire la même chose avec les pubs. Hein? Donc, Facebook, son but, c'est que tu restes sur la plateforme. Les journaux, c'est que tu sortes de la plateforme. Les journaux, s'ils avaient joué le jeu des Reels, hein? Des cours vidéo pour expliquer la nouvelle, ben, il serait encore sur Facebook. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Hein? Se servir d'une plateforme pour les emmener sur leur plateforme à eux. Puis Facebook a dit, c'est pas mon modèle d'affaires. Mon modèle d'affaires, c'est de les garder ici dans mon environnement. Et plus longtemps qu'ils vont rester dans mon environnement, plus j'ai de la chance de leur présenter de la pub et plus j'ai de la chance de faire de l'argent. Donc, c'est ça. Mais ça reste que le Canada a un impact microscopique dans les revenus de Facebook. Donc non, ils ne se sont pas servis des journaux. C'est l'inverse qui s'est passé. Les journaux se sont servis de Facebook pour amener du trafic. Puis après ça, ils se sont dit, « Hey, je crée tellement de trafic sur ta plateforme que tu vas me redonner de l'argent à Facebook. » Elle dit, « Ben non, parce que tu es fait sortir de là. » Donc, ils n'ont rien compris. Les journaux n'avaient pas leur place sur Facebook, tout simplement, selon le modèle qu'ils ont décidé de jouer. S'ils jouaient un autre modèle de garder les gens sur la plateforme, il y aurait eu pas mal plus de succès. Je me suis trompé de jour, c'est pas grave, même si on est le 7. Je vous amène le 8 août 1945. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 août 1945? La bombe. Ben, ça s'est passé le 6 août. Hein? Le 6 août, la bombe... je suis là, moi? Ouais. La bombe atomique a fait 100 000 victimes. On parle de Oppenheimer, le film que j'ai jamais vu encore. Je sais pas si je suis capable de faire 3 heures, donc un jour je vais le voir. Là. Donc, c'est quand même spécial qu'il y a 80 ans à peu près, le Japon et les États-Unis étaient en guerre. Et c'est là qu'on a vu la bombe nucléaire apparaître. Mais quand même, hein, faut se remettre dans la tête, écoute, m'aller faire péter une bombe nucléaire, moi, à tel endroit. Donc, c'est spécial qu'aujourd'hui, on ne parle plus de guerre entre les deux pays. Au contraire, on s'en vient en finance. Vous allez voir ce qui s'est passé en finance. Je vous explique ça. À chaque crash qu'on voit à la bourse, il y a tout le temps, parce qu'il y a des gens qui ont étiré la loque au maximum. Hein. On a eu la crise des subprimes, on a eu les taux d'intérêt en 87 et le prix des maisons. Il y a toujours un événement où que les gens tirent la loque puis ils étirent l'élastique jusqu'au plus haut point. Une des choses qui explique aussi le marché boursier qui a planté, ça a planté surtout à partir du Japon. Pourquoi? Parce que le Japon avait des taux d'intérêt très bas. Très bas parce qu'il était en déflation. Hein? Donc, il voulait créer un peu d'inflation et tu ne crées pas de l'inflation en maintenant des taux élevés. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens sont allés emprunter au Japon. Les riches, là, les grosses institutions, pas vous puis moi, là, des milliards au Japon, qui sont venus investir aux États-Unis pour profiter de la hausse des titres technologiques. Nvidia, Facebook, Google, le Magnificent Seven.
Et lorsque les taux d'intérêt ont monté, le mécanisme a pété. Et c'est pour ça que la bourse du Japon a baissé de 12%. Là, elle reprend peut-être un 10%, mais il va y avoir des yo-yo comme ça parce que là, il y a eu des margin calls. Ils sont fait rappeler des marges. Lorsque tu fais rappeler tes marges, ben, tu dois payer ou vendre des actions immédiatement. Donc, tu t'en balances du prix que tu vends. Il faut que tu vendes pour rembourser ton prêt. Alors, il y a eu des films là-dessus. Là. Donc, c'est un peu ce qui a fait déclencher. En même temps, tu as il y a une série d'événements qui peut expliquer que la bourse va décrocher régulièrement. Ça, c'est pas le premier, c'est un des événements. Après ça, on se rend compte que Warren Buffett a 277 milliards de cash et qu'il a vendu du Apple. Donc, si Warren Buffett vend du Apple, ben, dans la tête des gens, il dit, ben, il ne croit plus à Apple, donc pourquoi moi je vais le garder? Donc, il ne croit plus à la technologie, c'est le temps que je vende. Et là, ça débarque. Hein? En même temps, tu as Intel qui fait partie du Dow Jones, qui décroche vendredi avec des chiffres catastrophiques, une coupure de dividendes. Donc, si Intel coupe son dividende, il n'a plus sa place dans certains fonds mutuels basés sur le Dow Jones qui donnent des dividendes. Donc, les compagnies, les fonds mutuels qui ont ça, se doivent de vendre Intel. Vous voyez, c'est une série d'événements comme ça qui fait qu'à un moment donné, ça continue à dégringoler. Là, est-ce que c'est terminé? Bon, on va aller voir un peu, mais la réponse, elle est non. Hein? Et est-ce que c'est plate? L'affaire à la bourse, là, okay, le lundi noir qu'on a eu, était la grosse journée, moi je l'ai marqué, là, c'est la grosse journée de débarque boursière depuis la dernière grosse journée de débarque boursière. C'est qu'on l'oublie. Pourquoi? Parce que la bourse récupère constamment. Et c'est comme ça. Tout le temps. Là, je suis sur le Bitcoin qui récupère un peu. On va aller voir Nvidia qui récupère. On le voit que là, ça va être assez stable pour les prochaines journées. Mais regardez, le S&P 500 qui est à 5186 au moment où je le regarde en ce moment. Si on regarde sur 6 mois, ben il a monté encore. L'affaire, c'est que on s'attend, là, il vaut 5186, on s'attend qu'il pourrait descendre à 4800. Donc, ça veut dire que tous les gains de l'année seraient effacés. Est-ce que c'est le fun? La réponse est non. Bien évidemment que c'est non. Hein? Mais dans 5 ans, on va juste regarder ça comme un graphique, un petit écope sur un graphique, comme il y en a eu un ici en février 2020. Regardez, ça valait, ben c'est quoi qui est arrivé? La pandémie. Hein? Donc, ici, ça vaut 3400. La pandémie arrive, ça tombe à 2300. C'est un 900 points qui a tombé. Et regardez, depuis ce temps-là, 2020, 5 ans plus tard, on a plus que doublé. C'est ça. Et c'est pour ça que faut pas regarder ce genre de période-là. Faut regarder sur, dans 5 ans, ce petit débarque-là qui était quand même assez élevé, ben, complètement effacé et oublié. Et à la bourse, il y a eu beaucoup de tendances. Est-ce qu'on vend une journée comme lundi? Si tu vends une journée comme lundi, parce que tu dis, hey, là, ça va vendre, il faut que je vende, bien, historiquement, les gens qui font ça, lorsque tu regardes, ils ont un taux de rendement de 7%. Lorsque tu vends les journées où c'est extrêmement à la hausse, bien, ton rendement moyen va être de 14%. Donc, c'est mieux de vendre dans une journée qui explose qu'une journée qui descend. Les gens paniquent, vendent dans les journées où ça baisse alors que c'est le contraire qu'on doit faire, ou tout simplement maintenir nos positions si ce sont des compagnies qui ont de l'allure. Si vous avez du cash, c'est peut-être le moment d'en racheter supplémentaire, mais ça va baisser encore. C'est bien évident qu'il n'y a rien de réglé en ce moment dans l'économie. Hein? Pendant que tout pétait à travers le monde, le premier lundi de août au Canada, à part au Québec, c'est une journée fériée. Donc la bourse était fériée. Mais dans un contexte mondial, dans un contexte nord-américain, est-ce que la bourse de Toronto ne devrait pas garder les mêmes heures d'ouverture que celle de Toronto, que celle de New York? Ben oui, parce qu'il y a des titres qui sont transigés aux deux places. Et pendant qu'ils prenaient une débarque à Toronto, à New York, il n'y a rien qui se passait au Canada. Donc, la journée de mardi, la journée d'hier, donc, est une journée de rattrapage à la bourse de Toronto parce qu'elle était fermée. Je pense que même dans les jours fériés, si la bourse de New York est ouverte, on se doit d'être ouvert pour les mêmes raisons parce que c'est ridicule. De toute façon,
Des fois, on reste ouvert alors que la bourse est fermée. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des journées de bourse qui ne sont pas réalistes du marché. Donc, tu ne veux pas transiger de toute façon dans ces journées-là parce qu'il manque un élément important qui est le marché américain qui dicte le reste de la planète constamment. Hein? Alors, il y a une microbrasserie qui ferme encore une fois. Et c'est pas la première, c'est pas la dernière. On a vu une distillerie Saint-Laurent, on en voit. Et à chaque fois, ils disent « Ouais, mais les gens aiment mieux couper dans la qualité et acheter de la bière moins chère. » C'est qu'à un moment donné, les microbrasseries, vous êtes monté, vous faites moins de ventes, donc vous devez vendre votre bière plus chère. Et elle est trop chère à un moment donné. Moi, j'arrive des fois au marché, je vais me prendre une bonne bière blanche. Là, à un moment donné, tu dis, tabarnak, ça va-tu me coûter 7 piastres la bière? Je paye pas ça. Donc, si moi, je ne le paye pas, il y a d'autres gens qui ne le payent pas. Il y a un prix, il y a un juste prix à un moment donné. On préfère boire autre chose que de boire une bière à 7 piastres, pas à 8 piastres, pas à 10 piastres. Donc, si les brasseries ne sont pas capables, microbrasseries, d'offrir une bière, puis c'est pas vrai que les autres bières qui coûtent moins cher sont de moins bonne qualité. Là. Hein? Une bière, c'est une bière. Et il y en a des très bonnes qui coûtent moins cher à faire aussi. Ou que la marge de profit, c'est que les grandes compagnies sont capables de faire de la bière moins chère par le volume. Donc, tout simplement, pourquoi je suis capable de maintenir des prix assez bas dans tous mes produits? Parce que j'ai un volume intéressant. Sinon, je ne peux pas le faire. Je suis obligé de monter mes prix pour être capable de survivre. Puis à un moment donné, ma base de clients diminue. Donc, c'est pas ça. Hein? Ce qu'on veut, c'est du volume. Donc, quand j'entends une microbrasserie dire c'est le marché, puis à cause de ci, puis à cause de ça, non. C'est à cause que tu n'as pas de volume. Et lorsque tu n'as pas de volume, tu es obligé de vendre très cher. Il faut que tu revoies tes coûts de base et est-ce que ça valait la peine. Donc, est-ce que chaque microbrasserie devrait avoir ses propres cuves, eux autres, même s'ils n'ont pas à temps plein? Tu sais, à un moment donné, il faut falloir se poser des questions. Regardez, je viens d'acheter une machine pour déodoriser l'huile de tournesol. Cette machine-là ne sera pas utilisable tous les jours. Il faut que je la branche. Les vacances de la construction sont terminées. Donc là, je vais trouver un électricien qui va venir la brancher. Mais ça coûte cher, ce genre d'équipement-là. Est-ce que quelqu'un qui ne voudrait pas faire la même chose ne pourrait-il pas me louer la machine? Je ne suis pas prêt à le faire. Là. Je vais juste dire un exemple. Hein? Ou qu'il se l'achète lui-même. Ben, si elle n'est pas utilisée tout le temps, pourquoi que chaque personne devrait se payer sa propre machine pour déodoriser l'huile alors qu'on pourrait la rentabiliser en se mettant ensemble? Ben, c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est ça que les microbrasseries doivent se poser comme question sur un futur modèle d'affaires, sachant que les volumes sont petits et que la concurrence est énorme parce qu'il y en a eu à tous les coins de rue des microbrasseries. Hein? Il y a un premier pétrolier qui a quitté le port de Vancouver, Burnaby, je pense, avec du pétrole de Trans Mountain. Et c'est un événement historique, bien entendu. C'est la première fois qu'on est capable de sortir du pétrole pour aller vers d'autres pays. Et vous savez, 550 000 barils de pétrole dans un seul pétrolier. Et vous savez où est-ce qu'il s'en va? En Chine. C'est un nouveau marché pour le Canada, la Chine. On n'était pas capable d'exporter là avant. Donc, qu'est-ce qui va arriver maintenant qu'on va y mettre des tarifs? Est-ce qu'on va perdre ce marché-là qu'on venait à peine d'ouvrir? Ben, si je suis les Chinois puis tu veux barrer mes voitures, ben, m'a t'arranger ça tout de suite. M'a te barrer ton prochain pétrolier, merci. Mais on coupe ça tout de suite. Ce qui serait 100% logique. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est. On n'avait pas de marché avec la Chine. La Chine n'était pas intéressée par notre pétrole. On n'avait pas moyen de le sortir. Donc, ça va être à suivre, mais on vient d'ouvrir un nouveau marché. C'est assez gênant de leur planter un 100% de tarifs sur les autos électriques quand ils achètent notre pétrole maintenant. Tu sais, ça se fait presque pas. Hein? Mais pour faire plaisir aux Américains, ça risque de se faire. J'ai oublié, moi, de me ramener. J'ai oublié des fois. Donc, vous voyez le même graphique. Hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quoi d'autre que j'ai comme nouvelle? Ah, une maison. Combien qu'elle vaut votre maison? Les chiffres sont sortis. Une maison moyenne au Canada. Hein? De Pacifique à l'autre, comme dirait Jean Chrétien. Donc, c'est 1 50 000 maintenant. Donc, bien évidemment, ça se peut que tu habites en campagne, elle en vaut 500 000, mais c'est 1 50 000 la valeur d'une maison moyenne au Canada. Vous voyez que la famille
qu'on veut tellement y donner accès à la propriété, c'est pas pour eux autres tout de suite. Hein. C'est peut-être à 45 ans. Et d'ailleurs, c'est l'âge souvent que les gens achètent une maison maintenant. C'est plus 45 ans que 22 ans. Hein. Ce qui est fantastique avec les Olympiques, c'est que ça nous permet de découvrir des pays, hein, et des athlètes. Il y a une athlète qui s'appelle... elle s'appelle... trouvez son nom. Hein. Luana Alonso, une nageuse paraguayenne. Est-ce que vous savez c'est où le Paraguay? Hein? C'est pas un pays qu'on va visiter souvent. C'est en Afrique, en Amérique du Sud. Dans le fond, tu as l'Argentine qui est complètement bas. Tu as le Chili qui est du côté du Pacifique. Tu as la Bolivie et le Paraguay. Paraguay est entre la Bolivie et le Brésil à peu près. Donc, bon, on va se le dire, c'est une maudite belle nageuse, là. Une très belle femme, qui étudie aux États-Unis. Et elle a fait 2 fois les Olympiques. Et elle s'est fait sortir du village olympique parce qu'elle a été éliminée rapidement. Puis là, elle a pris sa retraite des Jeux. Et ben, elle a été à Disneyland, elle prenait des photos, elle se promenait, elle vivait de best life. Là, c'est terminé. Donc, et le Paraguay n'a pas aimé ça, fait qu'ils ont dit, toi, on te sort du village. Parce que quand les athlètes ont terminé, ils peuvent rester au village olympique pour les cérémonies de clôture. Fait que là, on dit, ben écoute, va-t'en à l'hôtel, on veut plus t'avoir ici. Comme ça. Ah, ça nous permet de la connaître. Hein? Ça nous permet de la connaître. Je fais mon oncle un peu. Ben, c'est une belle femme. C'est une belle femme, puis elle vit sa best life. T'es aux Olympiques. Hein? T'es obligé de porter le kit au complet, t'es fini. Là. Les autres qui veulent que tu portes le kit du Paraguay, elle a décidé de vivre sa best life à Paris. Vous connaissez l'effet Pinocchio? L'effet Pinocchio, c'est lorsqu'on ment. Hein? La température de notre nez se réchauffe. Moi, j'ai toujours le nez froid. Just saying. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité. Aujourd'hui, je peux dire ceci. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. On a sorti des nouvelles épices, des herbes de Provence à la fleur d'ail. Vous aimez la fleur d'ail? Vous aimez le thym, l'origan, le basilic et le romarin? Ben, je pense qu'on a fait de quoi de fantastique. Et l'autre jour, j'ai fait un repas et j'ai fait des côtelettes de porc avec nos épices à l'ail noir, nos épices, nos herbes de Provence à la fleur d'ail. Et sur un porc, j'ai été obligé de dire « Colin, ça bat les épices à l'ail noir. » J'ai bu, j'étais obligé de prendre un autre verre de vin avant de l'avouer. Ça m'a fait bien de la peine de dire ça. Mais c'est comme ça, hein? Faut s'améliorer constamment et avoir des goûts différents. Allez, bye, bonne journée.